c'est intéressant de se poser la question de savoir où est-ce qu'on retrouve l'ADN, à quoi sert-il, pourquoi est-ce qu'on le retrouve, quelle était l'intention de l'auteur quand il a laissé un ADN. Donc je suis en présence de la commandante, je ne dis pas de bêtises, Audrey Renard. Vous êtes analyste comportementaliste et membre d'une unité spécialisée au sein de la gendarmerie nationale. Est-ce que je peux d'une part vous tutoyer et d'autre part dire que tu es profileuse? Alors, tu peux me tutoyer. Cool. Tu peux dire que je suis profileuse. Et je voudrais juste rectifier un tout petit peu le terme de départ qui est analyste comportemental et pas comportementaliste. Ah oui, c'est vrai, c'est comportementaliste ou analyse comportementale. On ne peut pas fusionner les deux. Non, c'est soit analyste comportemental, parce que comportementaliste, c'est pour les animaux. Oui, c'est ça. Ça marche beaucoup moins. Quoique, donc, peut-être, on ne sait pas, on va apprendre des choses. C'est analyste comportemental ou profiler. Ok. Bah, je sais que nous, le commun des mortels, on va dire plus facilement profiler parce qu'on s'est fait inspiré ou en tout cas influencé par les séries et par les films. Mais tu trouves, c'est quoi la meilleure nomination pour toi? Ça reste analyse comportementale, non? Oui. Ouais. Oui. Mais tu admets profiler, tu te dis ok, c'est ça. Disons que ça parle plus aux gens, ça parle à plus de monde, donc j'ai pas de souci avec ce terme. Maintenant, analyse comportementale, on va dire que ça fait un peu plus scientifique, un peu plus sérieux. Oui, ça montre qu'il y a une formation derrière. Tiens, c'est une de mes premières questions. Est-ce que l'idée reçue qu'on peut avoir, ou en tout cas la première image des profilers, des profileuses, seuls dans leur coin, qui rentrent dans la tête du tueur, est-ce que c'est une bonne image, ça? Est-ce que ça correspond à ta vie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Non. Comment tu le définirais d'ailleurs, toi, ton métier? Moi, je le définirais comme quelque chose d'assez scientifique, d'assez méthodologique, avec des protocoles qui sont assez structurés et qu'on utilise pour soutenir, aider, conseiller, orienter les enquêteurs dans une enquête judiciaire complexe. Donc ça veut dire que, entre guillemets, tu n'enquêtes pas, du coup, puisque tu viens de dire soutenir, conseiller, aider. C'est une façon d'enquêter, mais un peu différente de celle des enquêteurs qui sont sur le terrain, effectivement. On a un regard un peu différent, mais on travaille sur la même matière, c'est-à-dire sur l'enquête criminelle, on travaille exactement sur les mêmes supports, mais on va les analyser, les regarder d'une autre manière. Ok. On est des enquêteurs spécialisés, on va dire. Quand on dit de l'analyse comportementale, ou du moins quand tu le dis, je ne sais pas quelle image ça réveille chez ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Est-ce que ton travail, c'est d'analyser le langage non verbal, il a levé le petit doigt et bougé un sourcil? Quand on t'apporte par exemple les premières traces d'une scène de crime, ça va être quoi les choses sur lesquelles tu vas devoir travailler? En fait, il faut prendre l'ordre chronologique d'une enquête judiciaire, en fait. Au départ, on découvre un cadavre ou on cherche quelqu'un, une disparition, et on va là nous appeler, peut-être parce qu'on sent que l'enquête va piétiner, que c'est complexe, et on nous demande d'analyser la scène de crime. Alors, quand je dis la scène de crime, il peut y en avoir plusieurs, mais on va faire simple. On va analyser la scène de crime, donc c'est-à-dire le lieu où on a potentiellement retrouvé une victime, et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Essayer d'analyser en fait le passage à l'acte, l'interaction entre l'auteur et la victime. Pourquoi a-t-elle été attaquée? Dans quelles circonstances? À quel moment? Comment a-t-elle été attaquée? Une des pièces maîtresses qui va vraiment fonder notre analyse, par exemple, c'est le rapport d'autopsie. Okay. C'est vraiment une pièce dans la procédure sur laquelle on va vraiment baser notre analyse, parce que si l'autopsie est bien faite, le médecin légiste va nous donner un certain nombre d'informations, notamment sur le nombre de coups portés, leur violence, le type d'arme qu'a pu commettre ce type de blessure, s'il y a plusieurs types d'armes, plusieurs types de blessures, s'il y a une agression sexuelle, les stigmates d'une agression sexuelle, comment la victime a été tuée. Est-ce qu'elle a été étranglée? Est-ce qu'elle a été... Vous alliez remonter ce fil en arrière, vous cherchez l'instant avant le Big Bang. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment s'est comporté l'auteur vis-à-vis de la victime pour avoir des traces de sa personnalité, de qui est-il dans la vie, parce qu'au moment où on le cherche dans l'enquête, il est dans sa vie au quotidien, il n'est pas en train de passer à l'acte, enfin, peut-être qu'il est encore en train de passer à l'acte, mais normalement il est dans sa vie au quotidien. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a laissé de lui sur la scène de crime, au-delà des traces, on va dire, des traces, des indices matériels, s'il a laissé de l'ADN, etc. Bon, ça c'est une autre partie. Mais à la limite, par exemple, quand il y a un ADN sur une scène de crime,
nous, c'est pas notre métier d'aller analyser l'ADN. Nous, on va se poser la question de savoir pourquoi il y a un ADN. Ouais. Comment ça se fait qu'il ait pu être négligent ou qu'il ait laissé un ADN C'est ça. Okay. Est-ce de la négligence ou est-ce qu'il le sait, il l'a fait peut-être même exprès, peut-être qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, donc en fait il s'en fiche d'en laisser, il n'a pas pris de précaution. Est-ce que finalement ça va nous donner des indications sur le type de préparation du crime? Est-ce que c'était quelque chose de très opportuniste ou au contraire quelque chose de très préparé ou quelqu'un qui a des antécédents judiciaires? On a eu un dossier à une époque, en fait, l'individu laissait de l'ADN, notamment du sperme, qui ne lui appartenait pas sur les scènes de crime. Oh, wow. Donc en fait, notamment dans le vagin de la victime. Donc en fait, et là on est quand même bien embêté parce qu'on a un ADN. Au départ on ne sait pas parce qu'on se dit l'ADN qui est là, forcément il appartient à l'auteur. Et non, en fait il appartenait à quelqu'un d'autre qui n'était pas l'auteur. Mais donc là aussi, donc c'est intéressant de se poser la question de savoir où est-ce qu'on retrouve l'ADN, à quoi sert-il, pourquoi est-ce qu'on le retrouve, quelle était l'intention de l'auteur quand il a laissé un ADN. Ouais. Après l'analyse de l'ADN, ça c'est autre chose à la limite. Mais c'est souvent, nous on travaille beaucoup sur des dossiers où il y a de l'ADN, mais où oui, l'ADN, dont on ne sait pas à qui il appartient. C'est une ligne et après vous cherchez à lire entre les lignes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la partie analyse de scène de crime, pour essayer de comprendre le passage à l'acte, comprendre quelle a été cette interaction violente et est-ce qu'on peut en tirer des éléments d'identification de l'auteur. Donc on va essayer de donner des indices aux enquêteurs et puis aussi des pistes de travail, en disant va plutôt chercher par là, fais tel type d'investigation et de les réorienter si jamais on estime qu'ils ont mal peut-être jugé le passage à l'acte. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première phase. Une fois qu'ils ont interpellé quelqu'un, un suspect, qui, on l'espère, correspond au profil qu'on leur a donné, mais il peut ne pas correspondre, mais on espère qu'il le soit. Là, il va y avoir la phase de garde à vue. Et dans la phase de garde à vue, là encore, les enquêteurs peuvent faire appel à nous pour les aider sur l'élaboration d'une stratégie d'audition. Donc, se dire, voilà, on va préparer l'audition ensemble, en amont, en fonction de ce qu'on sait de l'individu, de sa personnalité, de ses antécédents judiciaires, psychiatriques peut-être, et on va élaborer ensemble une stratégie d'audition. Et puis, on peut être là aussi au moment des auditions. On est là. En observation. En retrait, et on leur donne des conseils sur ce qui se passe au fur et à mesure. J'ai juste une question avant de peut-être rentrer dans les questions plus techniques. Il est où, Xavier Dupont de Ligonnès, du coup? Je te retourne la question. Si tu sais, n'hésite pas à appeler. Est-ce que tu as le droit de parler, par exemple, d'une affaire en cours comme celle-ci, ou est-ce que tu n'as le droit de t'exprimer publiquement que sur les affaires qui sont résolues, terminées, etc. J'ai le droit de m'exprimer uniquement sur les affaires qui sont résolues, qui sont, quand on dit résolues, c'est qui sont jugées et jugées de manière définitive. Bien sûr, les appels sont passés, etc. Voilà, tout à fait. Okay. Quand tu arrives sur une scène de crime, c'est quoi la première chose que tu regardes? Déjà, est-ce que tu te déplaces physiquement sur la scène de crime? Je pense que oui. Ouais. Oui. Quel que soit le dossier sur lequel on travaille et quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis le passage à l'acte, on se déplace. On se déplace pour comprendre en fait la situation spatio-temporelle, pour comprendre les lieux. Pour qu'il y ait encore la victime présente sur place, il faut quand même être très très rapide parce que on va pas laisser quelqu'un de manière, très longtemps. Voilà, ça c'est pas possible. Mais on peut se déplacer suffisamment rapidement pour assister à l'autopsie, par exemple. Ok. Donc ton regard, il se porte sur quoi en premier? Ton regard ou tes interrogations? Moi, je regarde toujours la manière dont, je dis c'est plutôt nous, parce que c'est notre façon de travailler, mais la manière dont la victime est laissée. Okay. C'est-à-dire, quelle est sa position? La position dans laquelle elle est laissée, et puis surtout, est-ce qu'il y a un désordre vestimentaire? Ça, c'est la première chose. Okay. Est-ce qu'il y a un désordre vestimentaire? Est-ce qu'elle est nue? Ça, c'est obligatoire. Ouais. Est-ce que si, sur une scène de crime, il n'y a pas d'éléments tangibles, donc ceux sur lesquels tu ne travailles pas, ADN, empreinte, etc., est-ce que ce n'est pas déjà une empreinte, justement, quelque part? Ma question est très orientée, mais assez rapidement, vous arrivez, même toute l'équipe, à dissocier le fait de quelque chose d'assez impulsif et spontané ou de quelque chose de très réfléchi? Ouais, c'est rapide, ça. Oui. Okay. En fait, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est effectivement le caractère opportuniste ou pas du passage à l'acte et le lien de connaissance entre l'auteur et la victime. Okay. Et la nature du passage à l'acte. Alors, on travaille
majoritairement sur des homicides, mais après, il peut y avoir des homicides sexuels. Donc ça aussi, on va le déterminer. Et c'est pas toujours très évident à déterminer, contrairement à ce qu'on croit. Ok, pourquoi ? Parce que parfois, quand il n'y a pas de déshabillage visuel ou qu'il n'y a pas de traces d'une agression sexuelle en termes médico-légaux ou qu'il n'y a pas de traces de sperme, les enquêteurs peuvent supposer que ce n'est pas un crime sexuel, alors qu'en fait, ça en est un. Ok, je comprends mieux. J'arrivais pas. Et c'est difficile, et je pense que c'est très important de pouvoir le qualifier parce que ça détermine la motivation. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est la motivation de l'individu à être passé à l'acte. Pourquoi est-il passé à l'acte ? C'est pas final. Nous, on s'intéresse pas tellement au comment. Le comment, c'est toutes les sciences forensiques de comment il est. Bon. Et puis, toute l'enquête, en fait, va déterminer comment. Nous, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-il passé à l'acte ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière-là ? Et pourquoi sur cette victime ? Oui, parce que c'est le pourquoi qui va te permettre de tirer le fil du qui, en fait, finalement. Oui. Et puis après, surtout, nous, on pense toujours à après. C'est-à-dire que quand on aura l'individu en face de nous en garde à vue, si on a compris la motivation, en fait, on a gagné. On a gagné. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir envie de nous parler. Si vous la comprenez, si vous prenez le temps de la comprendre et de l'écouter, et si vous avez mis le doigt sur sa motivation, il vous parle. C'est passionnant. Je m'étais noté une question. Alors pareil, c'est peut-être dans mes visions naïves. Est-ce qu'un enquêteur peut arriver avec donc un dossier, une problématique, plein de noms qu'il a lui déjà dans ses fichiers, et en disant est-ce que tu peux regarder ça et me dire déjà quel profil dans ceux qu'on a on pourrait garder et peut-être suspecter un petit peu ? Alors ça, c'est ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse. Ok. Donc ils sont aussi naïfs que moi finalement. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Okay. C'est pas la méthodologie qu'on suit. Ce qu'on leur propose plutôt, c'est on va analyser ta scène de crime, vierge de tes hypothèses de travail. C'est-à-dire que je ne veux pas en entendre parler. Au contraire, je veux me préserver. Voilà. Ne me parle pas. Enfin, ne me parle pas. Parle-moi de ton dossier, évidemment, mais ne me parle pas des pistes. Ne me pollue pas. Que vous auriez envisagées. Moi, je vais faire l'analyse de ta scène de crime de manière la plus objective possible. Et en fonction de ce que moi, je vais retirer de cette analyse, toi, tu vas les confronter, ou je peux t'aider à les confronter avec tes suspects. Mais une fois que j'aurai fait l'analyse, pas avant. Donc, tu évites beaucoup de biais, en fait, là, pour le coup. On essaye au maximum. Et puis aussi, ce à quoi on essaye de faire attention, c'est que finalement, s'ils nous donnent une liste de suspects, ils vont nous dire il y a 10 suspects, enfin 10, on va dire, pas 10 suspects, mais voilà. Non, 10 personnes dans leur enquête qui sont un peu dans le collimateur. Et ils aimeraient nous les présenter et dire ouais, est-ce que lui, il est potentiellement capable d'avoir commis ça au regard de ce qu'il a déjà fait, au regard de sa personnalité, etc. Je dis mais en fait, ça, c'est de l'expertise psychologique. Moi, je suis pas expert psychologue. Et c'est très important la nuance parce que au niveau juridique, être expert psychologue ou expert psychiatre, c'est un métier à part entière, c'est une fonction à part entière dans le processus judiciaire et ce n'est pas du tout notre champ d'activité. Il ne faut pas déborder. On a un cadre extrêmement limité et les experts, eux, ils arrivent après une garde à vue, après que le suspect ait été mis en examen, etc. Oui, quand la machine judiciaire est plus avancée, Et donc, moi, je ne peux pas faire de l'expertise psychologique. Quand même, je suis psychologue, en fait, de formation. Mais en fait, faire de l'expertise psychologique, ça voudrait dire avoir au moins rencontré l'individu, s'être entretenu avec lui. Ce n'est pas ce que je fais. Donc, en fait, je ne peux pas me prononcer sur la personne. C'est pas en regardant sa photo et avoir 2-3 infos sur lui que je vais me dire, tiens, il est capable d'avoir commis le fait qu'on est en train d'essayer de résoudre. Non, ça marche pas. En fait, ils pensent que toi, tu es comme nous, les mentalistes sur scène, mais dans la vraie vie et avec des enjeux aussi forts qu'une enquête judiciaire. On est proche du médium, là, après. Donne-moi une photo, un prénom, et je vais te dire ce qu'il a fait. Quoi. Vous êtes combien en France à faire ton métier, précisément, à la gendarmerie ? Donc, en gendarmerie, il y a un service qui s'appelle le département des sciences du comportement, qui est basé à Pontoise, au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et nous sommes 7. 7 personnels. Il y a 5 analystes comportementaux et 2 enquêteurs qui travaillent également avec nous. La différence de tâches, de fonctions entre un enquêteur
Et vous? Pour favoriser quand même une pluridisciplinarité au départ, parce que les analystes comportementaux, effectivement, ont une formation universitaire en psychologie ou en droit, en criminologie, ce que n'ont pas nécessairement les enquêteurs qui travaillent avec nous. Parce que finalement, pour être analyste comportemental, il n'y a pas de parcours en France qui existe, en fait. Faut un peu faire sa petite sauce interne, parce que tant qu'aujourd'hui, on ne développera pas un cursus licence, master, doctorat en criminologie, eh bien, les étudiants et les professionnels de la discipline devront faire leur petit parcours, donc soit en commençant par de la psychologie, comme ça a été mon cas, mais on peut aussi commencer par du droit, et puis à un moment donné, rebifurquer vers l'autre matière qui est soit le droit, soit la psycho, parce qu'en fait, la criminologie, elle est vraiment au cœur de ces deux matières-là, et toujours avec quand même un socle commun qui est la criminologie, la psychocriminologie. Et effectivement, une fois qu'on a intégré la gendarmerie, là aussi, la gendarmerie nous a ouvert les portes d'une formation continue et on a été tous formés par le FBI, en l'occurrence, par les profileurs du FBI et également par les Canadiens, notamment au niveau des auditions, de l'audition, et puis par les Allemands, avec qui on travaille beaucoup, avec lesquels on a beaucoup de collaboration. C'est comme ça partout en Europe aussi ou pas? En fait, nous sommes le seul pays dans lequel l'analyse comportementale est faite à la fois avec des universitaires et des enquêteurs. Parce que dans tous les pays du monde, en fait, ce sont des enquêteurs au départ. D'accord, qui ont une formation supplémentaire après. Qui sont enquêteurs de terrain au départ et qui ensuite se sont spécialisés en criminologie et qui se sont intéressés plus spécifiquement à la matière. C'est atypique alors comme fonctionnement là. Mais ils ont exactement le même parcours que les enquêteurs pour lesquels nous travaillons et qui sont eux sur le terrain. Donc en fait, avoir deux référents qui symbolisent, qui finalement représentent le corps des enquêteurs pour lesquels nous travaillons au quotidien, c'est très intéressant parce que eux, ils vont venir régulièrement nous retoquer en disant non mais là en fait ce que t'écris, un enquêteur il va jamais le recevoir tel que toi tu penses qu'il va le recevoir. Là ça veut rien dire. Pour un enquêteur, il va falloir le reformuler différemment. Enfin, au fur et à mesure, je sais aujourd'hui comment m'adresser à un enquêteur, mais je pense que leur regard est toujours très intéressant parce que malgré tout, eux, ils ont le parcours d'enquêteurs de gendarmerie depuis très longtemps. Ils ont une très grande expérience dans le domaine des atteintes aux personnes. Et je pense que ce côté universitaire d'un côté et le terrain de l'autre, ça reste quand même très confortable de travailler dans cette union-là, en fait. Ton travail s'arrête où ? Est-ce que ton travail s'arrête une fois que le criminel a avoué ou est-ce que ça continue ? Alors, il faut savoir que nous, on est officier de police judiciaire. C'est une qualification d'un point de vue juridique qui nous permet de pouvoir travailler sur un dossier jusqu'à un certain moment. Et donc, jusqu'à la fin de la garde à vue. À la fin de la garde à vue, en fait, quand la garde à vue se termine, que l'individu est avoué ou pas, le magistrat décide de le mettre en examen ou pas, en fonction de... Et en gros, à la mise en examen, s'arrête notre travail. Donc c'est extrêmement rapide tout ça. Enfin, il y a tout un temps de travail tant qu'il n'y a pas de suspect d'interpeller, finalement. Oui. Mais alors après, une fois que l'interpellation est faite, il y a 48 heures... un petit contre-la-montre derrière. Il y a effectivement. Il y a un gros travail de recherche de l'individu et puis d'amasser aussi les éléments contre la personne, parce qu'on ne veut pas placer en garde à vue quelqu'un sur rien. Oui, bien sûr. Donc il faut quand même un certain nombre d'éléments. Donc il y a toute cette phase de travail effectivement qui est beaucoup plus longue. Et puis une fois qu'on a la garde à vue, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Et puis à la fin de la garde à vue, s'il y a une mise en examen, ou pas, mais peu importe, nous, notre travail, il s'arrête là. Ouais. Et toi, tu te tiens informé pour ta curiosité personnelle de la suite du dossier ou pas forcément de tous les dossiers ? Je me tiens pas informée de tous les dossiers, mais des dossiers qui ont compté, oui, bien sûr, on suit. En plus, quand le dossier a été compliqué, ça suscite beaucoup d'émotions en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Puis parce qu'en plus, à la fin, on est cité aux assises. Donc moi, 4 ans après un dossier... On peut t'appeler, ouais. Ce serait bien que vous veniez pour parler de votre travail et de ce que vous avez écrit dans le PV il y a 4 ans. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on perd jamais de vue ça quand on a travaillé sur un dossier. Donc quand même, sur les gros dossiers, on se tient informé. Parce que tu sais que ça peut arriver après. Oui. Après, il faut pas non plus, là aussi, j'essaye d'avoir quand même mon comment dirais-je,
de garder une objectivité, c'est-à-dire je dois pas dépasser du cadre de ce que j'ai raconté il y a 4 ans. Oui. C'est-à-dire que même si je sais après coup que l'expertise te faire polluer par ce que tu as su entre-temps après. Ouais. Surtout par les expertises. Parce que moi, si je lis l'expertise psychologique ou psychiatrique, mais qui vient bien après mon travail, alors évidemment que si ça rejoint mon travail, je me dis, ça va me rassurer. Donc, c'est juste pour moi, c'est juste une petite une façon de me rassurer. Mais bon, déjà, si ça vient se contredire, je me dis, mince, bon, bah, donc là, il va falloir que je sois carré dans ce que j'ai écrit et que j'argumente vraiment pourquoi j'ai écrit ça. Mais non, j'essaye de pas trop me polluer non plus. Donc, il faut se tenir informé sans dépasser le cadre, en fait. C'est compliqué. Ouais. Et est-ce qu'entre 2 dossiers, il y a des moments où là, bon, on est au bureau, il n'y a rien à faire, on se dit, allez, on prend une ancienne affaire non résolue et on met un peu le nez dedans. Est-ce que ça se passe un peu comme dans les films? Est-ce que tu travailles sur des cold cases? Je ne sais pas si on dit comme ça aussi en France, mais oui. Ça t'arrive? Oui. Ok. Oui. Et ça, c'est on a toujours des cold cases qui sont là. Là, il y en a là. Non, mais oui. Non. Blague à part, effectivement, oui, bien sûr. C'est des dossiers qu'on a toujours présents dans notre portefeuille d'enquête, en fait. Okay. Donc, effectivement... Et ça se gère comment, ça? C'est un peu comme ça, au débeauté, ou parce qu'il y a un nouvel élément, ou il y avait du temps pour s'en occuper? Qu'est-ce qui fait que tu passes d'une affaire immédiate en cours à un cold case? Quand il n'y a plus trop de dossiers chauds, effectivement. Okay. Ouais. Après, il y a d'autres... Moi, je fais partie d'une division qui s'appelle donc la DIAN, qui est la division des affaires non élucidées. Il y a un autre département dans cette division qui ne s'occupe que du cold case. Donc eux, ils ne traitent que ça. D'accord. Nous, on travaille plutôt sur du chaud, mais ça nous arrive aussi de travailler sur du froid. Mais effectivement, le froid va venir après le chaud. Alors que l'autre unité va faire que du froid. Donc eux, ils vont vraiment s'en occuper à fond. Ok, tu vois, je ne pensais pas que c'était aussi scindé. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des affaires connues dont on peut parler, dont on peut citer le nom ou pas, comme Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, je n'ai pas travaillé sur ce dossier pour la bonne et simple raison que, premièrement, il est toujours en cours. Exact. Et deuxièmement, c'est un dossier qui est géré par la police nationale. Donc, chacun son petit périmètre de compétences. En fait, le territoire, il est découpé selon un maillage territorial où soit la police est compétente, soit la gendarmerie est compétente. La police est compétente plutôt sur les zones urbaines et la gendarmerie plutôt sur les zones rurales. Mais en fait, la gendarmerie couvre 90% du territoire et 50% de la population. Et puis la police, elle couvre 10% du territoire, mais aussi 50% de la population. Donc après, on a aussi chacun nos dossiers et on évite de piétiner les uns sur les autres. Donc en fait, ils ont aussi leur propre service en police. Donc moi, j'ai pas travaillé sur le dossier du pont de Ligonnès. Alors, tu as travaillé... moi, je pense savoir le dossier que tu as traité en 2017, je crois, sur lequel tu as travaillé. Daval, peut-être? Oui, exactement. Ouais. Non, moi, je n'étais pas sûr à 100%. Alors, dans le doute, je te laissais dire. Je ne me rappelais plus de la date exacte. Non, je ne sais pas si Jonathan Daval. Si, j'ai travaillé sur le dossier de Jonathan Daval, j'ai travaillé sur le dossier de Nordal Lelandais, j'ai travaillé aussi sur le dossier de Michel Fourniret. Tu as travaillé aussi donc, sur sa femme en tant qu'analyste comportemental? Non, j'ai plutôt travaillé sur lui que sur elle. D'accord. Okay. Ouais. Parce que j'avais entendu dire qu'en interrogatoire, les femmes étaient plus résistantes, en tout cas plus malines dans les interrogatoires quand on essaye de leur faire avouer des choses. C'est vrai ça ou pas? Alors, je ne sais pas si elles sont plus malines, mais c'est vrai nous, on l'a constaté, qu'elles ont une résistance plus aiguë que celle des hommes, en fait. Mais en vrai, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont plus résistantes que les hommes ou si c'est ce qu'on projette sur elles qui est un tout petit peu erroné, notamment quand ce sont des enquêteurs masculins qui prennent des auditions de garde à vue de femmes. Ouais. Je pense qu'ils ont un rapport à la femme, et il y a des biais cognitifs qui viennent se mettre en jeu et qui font que ça va en fait parasiter la relation. Et je pense que les enquêteurs, peut-être innocemment, se disent qu'elles vont facilement craquer, qu'il va suffire d'appuyer sur un petit bouton, là, tirer sur la corde sensible des enfants, etc. Et ça va marcher. Mais pas du tout. Pas du tout.
C'est une femme, si elle veut vraiment garder un secret et qu'elle veut vraiment préserver son intégrité ou préserver ses enfants, justement, en fait, elle va se barricader. Et effectivement, ne va rien dire. Et elles sont effectivement beaucoup plus résistantes que les hommes. Est-ce que c'est vrai que Monique Fourniret, elle ne finissait pas ses phrases en interrogatoire? Oui. C'est une technique, ça. C'est pas mal. Et fatigante. Ah, ouais, c'est ça. Elle épuise les enquêteurs et les magistrats, je pense. Ouais, c'est fou de faire ça. Je t'ai pas trop demandé ton parcours, et je m'en excuse, mais parce que tout de suite, j'avais plein de questions à poser. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, ouais. Ok. Je suis rentrée en gendarmerie en 2008. Et tu es rentrée en gendarmerie pour exercer ce métier? Oui. Oui, d'accord, oui. ok. Donc, oui. l'envie de ce métier précis était antérieure à ton envie d'intégrer la gendarmerie? Oui, j'avais vraiment envie de faire ce métier. Okay. Et il se trouve qu'il n'y a que la gendarmerie qui le proposait, en fait. Okay. Et la gendarmerie, elle fait preuve aussi d'ouverture d'esprit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, mais parce qu'elle a peut-être une image un petit peu comment on va dire, vieillotte peut-être au regard des gens. Ouais, non, ça va. Je sais pas. Mais en fait, elle l'est pas. Dans les clichés humoristiques, oui, mais je pense pas que dans le quotidien, on est profondément le cliché d'ancré, je crois pas. Non, au contraire, je trouve que c'est une institution qui s'ouvre beaucoup plus et beaucoup plus facilement à des métiers comme les nôtres et à même à toutes les nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie ouverture d'esprit et la gendarmerie a donné sa chance à l'analyse comportementale au début des années 2000. Donc, elle a été vraiment pionnière en fait, le département a été créé en 2001 sous l'impulsion de quelques officiers de la gendarmerie qui pensaient que c'était une bonne idée et je pense qu'ils ont eu raison, contrairement à la police qui a pris un petit peu plus de temps en fait pour mettre les choses en place. Et non, la gendarmerie a vraiment été pionnière et je pense qu'elle a eu raison. Ça fait plus de 20 ans que ce département existe et c'est une bonne chose. Donc moi, j'ai voulu faire ce métier. Il se trouve qu'en France, c'était la gendarmerie ou rien, en fait. Ouais, donc, c'est vrai que du coup, les possibilités n'étaient pas extrêmement nombreuses, puisque moi, quand j'ai intégré le département, il y avait 4 analystes, donc pour toute la France. Donc, effectivement, le chemin est un petit peu rétréci au bout du compte. En tout cas, tu as l'air d'être contente d'être dans la gendarmerie aussi. Oui. Donc, tu es bien tombée. C'est quoi la chose à ne surtout pas faire lors d'un interrogatoire? Il y en a une? Je pense qu'il faut laisser du temps à la personne pour parler. Il ne faut pas couper la parole et il ne faut pas répondre aux questions à sa place. En fait, dans un interrogatoire, normalement, les études montrent que 80% du temps de parole doit être laissé au suspect, 20% à l'enquêteur. Je te laisse imaginer la réalité. C'est plutôt l'inverse. Mais même si on est à 50-50, en fait, ça va pas. C'est trop. C'est trop. C'est trop. L'enquêteur doit poser une question et il doit laisser le temps de répondre. Et en fait, souvent, on a une culture aussi à pas vouloir laisser le temps aux choses. On est dans quelque chose de très rapide. En même temps, c'est rapide. On n'a que 48 heures. Ouais. C'est très peu. Ouais. Nous, on a déjà calculé sur 48 heures de garde à vue. En gros, vous avez 15 heures d'audition. Ok. Donc, c'est très... Effectivement, vous n'avez pas le temps de grand-chose quand même. Donc, il faut un peu se dépêcher. Mais avec cette pression du temps, il faut malgré tout prendre son temps. Parce qu'en fait, il y a la vie de quelqu'un qui se joue en face de nous. Il y a un individu qui, s'il parle, s'il avoue, s'il s'explique, risque de passer le reste de sa vie en prison. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte des enjeux qui sont là, des enjeux humains auxquels on fait face, en fait. Et on fait face à la misère humaine, sérieusement. Donc, si tu il y a un moment... dans le jugement trop tôt, c'est pas possible. Non, ouais, ça, c'est pas possible. C'est pas de jugement, c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, malgré ce que l'individu a fait, Et je comprends que ce soit difficile. C'est parfois extrêmement difficile d'avoir un individu en face de soi qui a commis des atrocités et de se dire, je vais bien lui parler, on va faire en sorte qu'il se sente bien pendant 48 heures. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il se sente bien? Non, au fond de moi, j'en ai pas très envie. Mais, en fait, de quoi a-t-on envie? On a envie que ça se passe bien et de comprendre ce qui s'est passé et d'aller au bout de notre enquête ou pas, en fait. C'est ça la question.
Donc je pense qu'il faut prendre le temps, l'écouter, pas que l'entendre, l'écouter sans le juger. C'est compliqué. Je ne pensais pas que c'était aussi précis et aussi, empathique, tu vois. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui avouent tout de suite, interpellées, avouer pour soulager la conscience une bonne fois pour toutes Moi, ça m'est arrivé une fois, ouais. sur un dossier au début. Mais c'était un jeune homme, il a avoué dans la voiture pour arriver à la brigade. J'étais là, mais non, mais on n'a pas commencé. Moi, je voyais quand même à l'interrogatoire. J'en ai pas commenté, c'est pas possible. Wow. Ouais. Mais sinon, non, les dossiers que nous traitons sont des dossiers très compliqués, avec des personnalités de suspects très complexes, qui ont souvent des antécédents judiciaires, mais pas que, qui peuvent avoir des antécédents psychiatriques. Donc non, ça reste quand même des personnalités à gérer quand même. Ouais. Donc non, on a aussi des personnes qui gardent le silence pendant 48 heures. Ok. C'est long. Donc durant les 15 heures d'interrogatoire, il y a 15 heures de... Et c'est un droit. Et c'est un droit. Ok. Absolument. Alors généralement, ce sont quand même des gens qui le font. Pas des points vis-à-vis de la suite de la procédure quand même. Non. En plus, généralement, ce sont quand même des gens qui le font parce que leur avocat leur a suggéré de le faire. En vrai. Ils le font pas naturellement. Et bien souvent, on arrive quand même à quelqu'un qui voulait pas parler au départ et dit non, je garde le silence ou juste de mon droit au silence, etc. On arrive au fur et à mesure en passant par d'autres. Bon, écoute, on va pas parler de ça, on va parler d'autres choses. Et puis on chocolat. Voilà, on reviendra sur le sujet après si tu veux. Ah, tu dis chocolatine, t'es du sud-ouest toi. Ah, oui. Comme la carte postale qu'on a trouvée. Donc souvent, on arrive quand même à les décoincer, mais il y en a non. Donc je pense qu'il y a à la fois ce que leur suggère leur avocat, mais il y a quand même associé au fait qu'ils arrivent à le faire. Moi, je tiendrais pas 2 secondes, en fait. Ouais, non, mais je dirais non, je parlerai pas, et puis au bout de 5 minutes, oui, c'est ça, c'est le ni oui ni non qui est perdu en 2 phrases. Jonathan Daval, il a avoué tardivement. Il a avoué tardivement. Ah bah oui. Raconte-nous. À sa à la 46e heure, je crois, de la garde à vue. Ah ouais, c'est plus que sur le fil, là. Et sous l'impulsion de son avocat. Qui lui a dit d'avouer ? Bah, je pense que, je sais pas ce qu'il lui a dit, parce que je ne sais pas. Mais c'est marrant le biais qu'on avait aussi dans ce dossier, parce que je pense qu'on a supposé à un moment donné que ça allait être peut-être facile de le faire avouer, parce qu'il a une grande fragilité et qu'on s'est dit que de ce fait, ça allait être facile. Et en fait, non, pas du tout. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il a fait ? Ouais, pour bien les sûr. personnes qui ne connaissent pas l'affaire. Jonathan Daval, il a tué sa femme. Il a tué sa femme, mais il a mis en scène en fait l'homicide. Il a longtemps dit qu'elle était partie courir en fait un matin et qu'elle n'était pas revenue de son jogging. Et effectivement, on la retrouve quelques jours après dans une forêt dans laquelle donc elle est déposée, habillée, recouverte d'un drap et avec une tentative de crémation. Donc lui, il est suspecté quand même assez rapidement, mais comme dans n'importe quelle enquête, en fait, les maris, les femmes sont suspectés très rapidement. En plus, ils formaient un couple qui n'allait pas très fort, donc en fait, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient laisser penser que ça puisse être lui. Bon, lui, il s'en défendait, et en fait, pendant longtemps, vraiment, il a fait le mari et pleurer. Il a été très soutenu par... il a été très, très soutenu. Mais je pense que ça a évidemment joué en sa défaveur. C'est-à-dire qu'il a été très soutenu par son ex-belle-famille, qui l'a beaucoup pris sous son aile, qui n'a jamais cru au départ à son implication et qui s'est dit bon, on va faire de la com et on va faire en sorte que de montrer qu'évidemment il y a une erreur judiciaire en cours. Voilà, et évidemment qu'il y a une erreur et donc sauf que malheureusement en fait l'enquête a démontré l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, il y avait beaucoup d'éléments matériels contre lui. Et associé au fait que pendant des mois, il a pleuré, fait des marches blanches, etc., je pense que ça n'a pas du tout aidé sur l'image qu'on a pu avoir de cet homme, en fait. Et ça s'est retourné contre lui, finalement. Donc nous, après, on l'a eu en garde à vue.
Et c'est vrai que, en fait, il y a toujours un petit décalage. En fait, on pense, enfin, je sais pas si on pense, mais les monstres n'existent pas. On n'a pas affaire à des individus monstrueux en tant que tels. Oui. Ils le sont sans doute par les actes qu'ils commettent. Les actes qu'ils commettent sont monstrueux. Est-ce qu'eux le sont ? C'est une autre question. Mais tous ces grands méchants, ils ont une femme, un mari, des amis, des enfants, des parents. Enfin, ils ont des entourages. Ils sont aimables et aimants par ailleurs. Donc en fait, c'est compliqué parce que c'est assez troublant. On se dit mais comment cet individu-là peut avoir fait ça ? Je ne comprends pas. En fait, il y a quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, ne marche pas. Ouais. Et alors, Jonathan Daval, quand on le voit, moi je le vois, j'avais pas tellement suivi toute la médiatisation et tout, donc je l'ai vu quand même sur les images médiatiques, mais quand vous le voyez en vrai, vous dites, ok, bon. Déjà, il est pas très grand. Ouais, c'est une petite chose. Et il a une voix toute fluette. On se dit, oh là, ah oui, du coup... oui, on est un peu au débat. Je pense qu'on est un peu désarçonné en fait. Mais bon, après, voilà, on reprend vite le film. Mais ça a été compliqué. Pour le coup, il a été très résistant. Il a avoué néanmoins. Oui. Difficilement, mais... Très difficilement, mais il a avoué. Il aurait pu aller jusqu'au bout sans avouer. Il aurait pu. Ah oui, il aurait pu. Non. Il a avoué. Après, bon, il a minimisé la force des coups qui ont été portés. Il a minimisé plein de choses. En plus, après, il est revenu sur ses aveux derrière, en inculpant un autre membre de la famille. Enfin bon, donc ça a été un peu compliqué. Et je pense que là, c'était pas une bonne ligne de défense. Il a fini par avouer, ouais. Et comment t'expliques que ça ait mis autant de temps pour lui ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'effectivement, il ait été pendant des mois pris dans la spirale du fait de, je vais dire que c'est une erreur judiciaire. Au final, il finit par y croire, en fait, peut-être même. Il y a ça. Et il y a aussi, je pense, le fait que... En vrai, je crois vraiment qu'il n'avait pas du tout envie de la tuer, sa femme. Ouais. Et qu'il l'aimait, sa femme. Ouais. Après, je pense que je connais pas, j'étais pas là dans leur relation, mais non. Donc, je pense que dans sa tête à lui, il se dit, ce n'est pas possible que j'ai pu faire ça à la femme de ma vie, en fait. Le déni l'aide à supporter l'acte, quoi. Ouais. Et donc, non, c'est pas moi qui fais ça. Enfin, je sais que c'est moi, mais c'est pas moi. Mais c'est moi, mais pas moi. Enfin, c'est un autre moi. Est-ce que, d'après toi, il y a des environnements favorables au crime par rapport à ce dont on parlait là ? On parle souvent des lieux, des machins, des environnements, ou est-ce que en fait, ces actions terribles, elles peuvent arriver n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quel type de famille, n'importe quel CSP. Est-ce que dans ton travail, tu as appris à te dire oui, ça arrive ? Il n'y a pas un schéma où on pourrait se dire là, attention, c'est chaud par là-bas et ce sera plus chaud ici. Tu veux connaître une région de France où il ne faut pas aller en vacances ? Exact, c'est ça. Exact. Je dois acheter une maison, dis-moi tout. Alors, non, je pense que tout le monde est capable de tuer. Après, il y a différentes manières. C'est-à-dire, il y a celui qui va vraiment préparer le truc et il y a la goutte d'eau qui déborde et qui dégénère gravement, en fait. Donc, je pense que tout le monde n'a pas l'intention de tuer, mais je pense que dans une colère effroyable et dans vraiment des émotions totalement exacerbées, non maîtrisées, incontrôlée, je pense que ça peut arriver à n'importe quel type de personne. Enfin, la majorité des gens ne sont pas tueurs, mais peuvent tuer. Bien sûr. C'est ça. Donc, la question de classe sociale, je crois que ça ne vient pas rentrer vraiment en ligne de compte. Après, je pense qu'effectivement, pour ceux qui tuent un peu plus facilement peut-être que d'autres, il y a quand même... un terreau familial d'enfance. Oui. Enfin, on revient toujours à l'enfance. On a l'impression on parle toujours de l'enfance, mais en fait, c'est la base. La construction. C'est la base. C'est la base de la manière dont on se construit, en fait. Et un enfant qui est mal parti au départ, il y a plus de risques pour qu'à la fin, ça se passe pas très bien non plus. Ils sont nés dans un milieu toxique, de violence, d'agression sexuelle, d'humiliation. Et en fait, que peuvent donner ces gens-là autre que de la violence, en fait.
Enfin, je veux dire, il y a un moment... des personnes déréglées sur le sujet. Ouais. Donc, quand même, souvent... alors, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, parce que, par exemple, moi, je dis souvent quand même que ceux qui sont agresseurs ont quand même souvent été agressés eux-mêmes dans leur enfance. Et les statistiques sont quand même là pour le montrer. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça en disant oui, c'est un peu facile de dire ça parce que finalement, ceux qui sont les plus victimes, ça va être les femmes. Et finalement, les femmes sont pas auteurs, enfin, sont moins auteurs d'agression que les hommes. Comment vous expliquez ça? Et moi, je parle de l'enfance. Je ne sais pas si les filles, les petites filles, elles sont plus victimes dans l'enfance que les petits garçons. Je sais pas certain, ça, j'en sais rien. Moi, ce que je dis, c'est la construction au départ, en fait, et dans quel climat familial on grandit. Et s'il est hostile, agressif et toxique, on a évidemment beaucoup moins de chances de s'en sortir, vraiment. Mais c'est vraiment, donc effectivement. Je pense que c'est plus ça qui... Après, la région de France, ça, je sais pas. Non, je vais pas donner mon point de vue sur la question, je vais me faire des ennemis. le moins intéressant, mais c'était plus pour avoir tout ce que tu viens de dire qui était plutôt passionnant. J'ai une dernière question à te poser avant de te remercier vraiment pour tout ce que tu as donné aujourd'hui, toute la générosité. C'est quoi la plus grande gratitude que tu as dans ton métier ? Je sais que tu voulais faire ce métier, maintenant tu l'exerces depuis 16 ans. Ouais. C'est quoi la plus grande gratitude ? Mais j'imagine quand même qu'il y a des choses qui font que tu es la personne souriante que je connais, quoi. Je crois que quand je dis je, mais en fait c'est nous on est une équipe, dans mon unité. Là, moi je suis seule face à toi, mais en vrai on pourrait être tous là. Et parce qu'on travaille à plusieurs, sur un dossier on travaille à plusieurs. Et quand on sait qu'on a mis d'une manière ou d'une autre une pierre à l'édifice, parce qu'on travaille au profit des familles de victimes, c'est quand même ça le plus important en fait. Hein. En vrai, on travaille pour les victimes et celles qui ne sont plus là pour les familles de ces victimes-là, qu'on ne rencontre pas, nous. Contrairement aux enquêteurs, je disais qu'il fallait aussi préserver les enquêteurs qui sont très exposés. Les enquêteurs, quand ils sont sur le terrain, ils ont tous les jours les parents, les frères et sœurs, des victimes en fait face à eux, et ça c'est aussi difficile à gérer. Nous, on est très préservés là où on travaille, donc là c'est aussi une chance. On travaille sur une matière qui est extrêmement violente, mais on est quand même très préservés. L'uniforme nous préserve aussi, vraiment. Ça met comme une armure en fait. Et émotionnellement, c'est pas pareil. En fait, dans la vie, moi, je suis quelqu'un de très sensible. J'ai beaucoup d'émotions sur plein de choses. Et c'est marrant parce que dans mon travail, je suis, je vais pas dire froide, mais analytique. Ah ouais, c'est carré en fait. Il y a pas beaucoup de place à l'émotion. Quelques dossiers dans ma carrière ont percé la carapace, ont percé l'uniforme. Parce que ça peut aussi venir à des moments de la vie qui font un peu écho aussi, parce qu'on n'est pas insensible, hein, évidemment. Donc, on traverse des choses dans notre vie. Puis des fois, quand on travaille sur des dossiers, on se dit, ah, ok. Enfin, on se le dit pas d'ailleurs tout à fait consciemment. Oui. Hein, c'est après posteriori. Voilà, exactement. Donc, mais moi, je ramène jamais un dossier chez moi, en fait. Je m'endors pas sur mes dossiers. Tout ça reste au bureau. Mais ça, c'est la force d'une équipe qui le permet. On peut pas le faire seul, c'est impossible. Donc c'est le travail d'équipe, c'est l'uniforme, c'est l'institution qui nous protège, la gendarmerie qui fait en sorte que voilà, de mettre aussi à notre disposition des psychologues si on a besoin. Et puis ce travail d'équipe dans une enquête avec des enquêteurs et de mener à bien une enquête et d'aller jusqu'à un procès où on a compris ce qui s'était passé, on a compris pourquoi l'auteur est passé à l'acte, pourquoi il a choisi cette victime, ce qui s'est passé, c'est quand même assez satisfaisant. Il y a quelque chose quand même que moi je n'arrive pas à faire, c'est aller, on va dire, c'est pas vraiment fêter, mais célébrer quoi. L'issue d'un procès. Ouais. Ça, pour moi, ça m'est un peu difficile parce que je peux me réjouir de l'aboutissement d'un travail qui est parfois lourd, difficile, complexe, mais je peux pas me réjouir de la condamnation d'un individu et de ce qui va se passer pour lui. Et tout est gâché. Je veux dire, il gâche sa vie, la vie de victime est gâchée. Tout est, enfin, c'est en fait. Ouais. C'est ça, non non.
Bravo pour ton métier et puis merci encore beaucoup Je t'en d'être venu prie, aujourd'hui. avec grand plaisir. Merci.